Bonjour. Alors, on va faire le laboratoire 4 aujourd'hui ensemble. Donc, vous avez le document qui vous a été rendu disponible sur Léa si vous ne l'avez pas encore ouvert. Je vous invite à le faire. On commence par déterminer la distance focale d'une lentille convergente. On va voir comment on va le faire. Puis, après ça, on va aller voir différents types d'images qui peuvent être formées par les lentilles. On va tracer les rayons lumineux, puis vérifier aussi l'application des équations des lentilles minces. Donc, est-ce que ça fonctionne dans des cas réels? Pour commencer, on va aller faire la démonstration de la mesure de la distance focale d'une lentille convergente. On a simplement besoin d'une lentille convergente. Ensuite, on va la placer sur un banc d'optique, puis on doit utiliser une lampe qui est loin. Donc, on veut avoir des rayons qui proviennent sur la lentille de façon relativement parallèle. Ça va fonctionner si notre lampe est à quelques mètres. J'ai installé une lampe bien ordinaire, une lampe de bureau, à l'autre bout de la classe. Sur mon banc d'optique à 50 cm. Puis, je vais pouvoir utiliser un écran de l'autre côté de la lentille. Les faisceaux traversent la lentille. Puis, je vais déplacer l'écran jusqu'à ce que je vois un point apparaître sur celle-ci. Et jusqu'à ce que ce soit le plus focalisé possible, le plus petit possible. Je dirais que c'est là. Si je continue, ça devient plus flou, donc je vais reculer un peu. Comme ça. Et je vais noter la position. Miroir. Écran. OK, alors à la page 2, maintenant, on va pouvoir remplir notre tableau 1. Je vais agrandir un petit peu. Donc, ça n'a pas été mentionné sur la section du vidéo que je vous ai partagée, mais la lentille avait une distance focale indiquée par le fabricant de 20 cm. OK, les centimètres sont déjà écrits, donc on n'a pas besoin de répéter les unités. Maintenant, on demande la distance focale mesurée. Vous avez vu qu'on avait deux positions. La distance focale, c'est la distance entre, si je montre le schéma là, ici la lentille, puis l'endroit où les rayons ont focalisé. Donc ça, c'était la position de l'écran. On a le foyer qui se retrouvait sur l'écran. Fait qu'on veut la distance entre les deux. Donc, la lentille était positionnée sur une règle à la position 50 cm, alors que notre foyer qui était sur l'écran, c'était à 70,5 cm. Fait que si on fait 70,5 cm moins le 50 cm, on obtient la distance entre les deux qui est une valeur de 20,5 cm. Donc, c'est quand même assez proche de la valeur indiquée par le fabricant. Maintenant, on nous demande le pourcentage d'écart relatif. J'ai indiqué qu'on va diviser par la valeur moyenne. Habituellement, lorsqu'une valeur est plus précise, on va diviser par celle-ci. Puis on pourrait croire que la valeur indiquée par le fabricant est plus précise, mais à force de travailler avec ces lentilles-là, qui ne sont pas de la qualité, là, une qualité extrême, là, disons, je sais qu'elles ne sont pas si fiables que ça, les valeurs indiquées par les fabricants. Donc, on va considérer que finalement, notre mesure est aussi fiable que celle qui est indiquée par le fabricant. Alors, on va plutôt diviser par leur moyenne. Si on fait la moyenne des deux chiffres, ça va être 20,25. Donc, on va faire en valeur absolue 20,5 moins 20. Puis, on va diviser par la moyenne 20,25 qu'on obtient en faisant la somme des deux divisé par 2. Puis là, tout ça va faire fois 100 pour obtenir un pourcentage. Alors, on a un pourcentage d'écart de 2,47 %, ce qui est très petit. Donc, on a quand même ici une valeur de fabricant qui est assez relativement fiable. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Si la distance focale est plus petite, on a souvent un écart qui est plus élevé. Donc, est-ce que cette méthode permet de bien mesurer la distance focale avec précision? Bien, on pourrait dire que oui. Pourquoi? Ben, parce qu'on a constaté que finalement, c'était très rapproché. Là, un pourcentage d'écart de 2, quelque chose là, pour une expérience, c'est excellent. Maintenant, on va aller poursuivre le laboratoire avec Rémi, puis on va aller regarder les images formées par les lentilles convergentes. Je vous montre ici un schéma qui explique un peu comment on procède. Donc, quand on a une lentille convergente, on va placer devant elle un objet lumineux. C'est un objet ici, c'est une boîte qu'on appelle une boîte à rayons. Là. Il y a une lampe dans le milieu de la boîte, puis il y a un objet translucide là, sur un des côtés.
Oui, ça c'est l'allure de ce qui est éclairé par la boîte à rayons. Donc c'est très lumineux, puis ça va envoyer des rayons de lumière à travers la lentille. Puis là, on va essayer de localiser l'image. Il est possible qu'on ait une image virtuelle ou une image réelle. Donc, première chose qu'on va faire, c'est de vérifier est-ce qu'on a présence d'une image réelle. Parce qu'une image réelle, c'est le seul type d'image qui peut être vu sur un écran. Là, comme on a un instrument qui est transparent, les rayons vont traverser la lentille. Donc, on va déplacer l'écran derrière la lentille, même au-delà du banc d'optique pour voir s'il y a présence d'une image réelle. Comment on sait s'il y a présence d'une image réelle? C'est que sur l'écran, on va avoir une image qui représente vraiment l'objet lumineux, là, c'est la même forme, mais et qui est nette. Il ne faut pas que ce soit flou. Parce que ce qu'on cherche, c'est la position de l'image lorsqu'elle est très nette sur l'écran. Si jamais on ne trouve pas d'image nette nulle part dans la zone ici qui est au-delà de la lentille, ça voudrait dire que là, on n'a pas une image réelle, donc on en conclut qu'on a une image virtuelle. Lorsqu'il y a une image virtuelle, la seule façon de l'observer, c'est de regarder à travers la lentille notre objet. Okay? Donc, on se sert de la lentille comme on se sert des lunettes d'une loupe. Okay? On regarde à travers elle l'objet, puis là, on voit l'image. Donc, ça, c'est la façon qu'on va faire les observations des images virtuelles. Une autre remarque, c'est qu'on va placer l'objet à 0 cm. Puis ce qu'on va bouger, là, c'est la position de la lentille. Donc, dans l'analyse qu'on va faire, on va voir plusieurs scénarios comme, par exemple, on veut voir quel type d'image on obtient lorsque la distance entre l'objet et la lentille est, par exemple, plus petite que le foyer. Après ça aussi, on veut savoir, ça va être quoi les types d'images quand que la distance entre les deux, c'est entre le foyer ou la distance focale là, et le 2 fois distance focale. Puis, on a aussi une autre catégorie d'images lorsqu'on a un éloignement entre la lentille et l'objet de plus de 2 fois la distance focale. Fait que pour tous ces cas-là, c'est la lentille qui va bouger. Pourquoi on fait ça? C'est plus simple après ça d'aller chercher la distance entre les deux. Donc, vu qu'un des deux, l'objet va être à 0, on va juste pouvoir prendre la position de la lentille comme étant la distance entre les deux. Après ça, il y a plus tard dans le laboratoire un moment où on va prendre aussi la distance de l'image qui est sur l'écran. Fait que ça, à ce moment-là, il va falloir soustraire 2 positions là, pour l'obtenir là, quand ça va être le cas. Donc, on va commencer par la première manipulation. Alors, Suzanne, sur la vidéo, va vous dire là, que la distance focale de la lentille utilisée, ce ne sera pas la même qu'on a vu tantôt. C'est une distance focale de 10 cm. Donc, on va fonctionner avec la distance focale écrite sur la lentille. On demande après ça, à l'étape 2, de calculer la valeur X qui correspond à 2 fois la distance focale. C'est que pour les lentilles, il n'y a pas de rayon de courbure, qu'on ne peut pas dire que le rayon de courbure est égal à 2F. Cependant, la valeur 2F est quand même utile pour lorsqu'on regarde les types d'images. C'est que lorsque la distance entre l'objet et la lentille dépasse 2F ou est plus petite que 2F, on change de catégorie d'image. Donc, c'est pour ça que c'est une valeur qui va être importante. Donc, le premier scénario qu'on va faire, c'est lorsque la distance de l'objet est plus grande que le X, X qui est le 2 fois la distance focale. Donc, il va falloir que Suzanne place l'objet et la lentille à une distance qui correspond à plus du double de F. Quand vous allez voir les manipulations, vous allez devoir cocher qu'est-ce qu'on peut dire sur la position de l'image, la grandeur de l'image et le sens de l'image et la nature de l'image. Donc, position de l'image, vous avez différentes options ici. Si c'est plus loin, par rapport à notre lentille, si c'est plus loin que le double de la distance focale, plus grand que le X, si c'est entre la distance focale et le X, si c'est entre la lentille et la distance focale ou à une position inconnue. Ça, la position inconnue, c'est quand que c'est une image virtuelle. On ne trouve pas d'image réelle sur un écran, donc on ne peut pas dire où est l'image. Fait qu'on ne pourrait pas cocher là, une autre information. Plus facile, c'est la grandeur de l'image. Vous allez voir si elle est plus grande que l'objet, de même grandeur que l'objet ou plus petite que l'objet. Puis après ça aussi, est-ce qu'elle est droite ou inversée? Donc par rapport au sens de l'objet, c'est un peu petit sur la feuille ici, mais l'objet, si j'agrandis, il y a comme une flèche blanche qui pointe vers le haut et une flèche qui pointe vers la gauche sur la boîte qu'on va utiliser. On regarde si ça a été inversé, le sens des flèches. Fait que si c'est inversé, ben là, on sait que l'image est inversée. Mais si c'est à l'endroit, c'est que notre image va avoir exactement la même allure que l'objet. On va aussi pouvoir dire si c'est finalement la nature de l'image, c'est réel ou virtuel. Ben ça, c'est que si on l'observe sur l'écran puis qu'elle est nette, c'est réel. Et si on n'a pas réussi à l'observer sur l'écran puis on la regarde à travers la lentille, à ce moment-là, elle est virtuelle. Dernière partie de l'analyse pour ça, c'est de valider qu'est-ce qu'on a coché ici à partir d'un schéma.
Donc, vous avez ici, vous voyez, là, on a la distance focale, là, on a 2 foyers pour une lentille. Dans le cas d'une lentille convergente, le foyer objet, il est du même côté que l'objet et des rayons incidents. Donc, en fait, ça va être le sens contraire de comment on l'a placé dans le lab, là. Typiquement, nos tracés de rayons, on les fait avec des rayons qui vont de gauche à droite, mais c'est juste une habitude, là. On pourrait très bien faire l'inverse. Vous allez tracer les rayons principaux pour ensuite tracer l'image. Puis là, vous allez vérifier si ça concorde avec vos observations ici. Faites attention que vous avez des lignes pleines pour les rayons. Okay? Les rayons ici, c'est pas un miroir, donc ils traversent. Puis, si vous utilisez des lignes qui ne représentent pas des rayons, vous les faites en pointillés. Donc, on n'utilise qu'une seule fois chacun des foyers pour les lentilles, les tracés de rayons de lentilles. Puis, je vous rappelle que le rayon le plus simple, c'est un rayon qui part du sommet de l'objet, qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Donc, faites toujours lui en premier, ça va être plus direct, là. Après ça, on va passer à un autre cas. Maintenant, on a une lentille convergente dont le foyer est de 10 cm. Et dans le premier cas, on va placer notre objet translucide à une distance plus grande que 2 fois le foyer. Donc, je le place à une distance de 30 cm. Et sur l'écran, on va essayer d'obtenir l'image. Donc, je bouge mon écran. J'obtiens une image claire à une distance de 46,5 de l'objet. Donc, on a les informations résumées ici. Vous pouvez constater aussi, là, concernant la grandeur relative, ça c'est l'objet à gauche, l'image à droite, et aussi le sens. Une autre chose, bon, on a donné la taille de l'objet et de l'image, mais pour la première manipulation, vous n'en avez pas besoin. Mais vous devez indiquer si l'image se situait à une distance par rapport à la lentille. Est-ce que c'était plus que le 2F, donc plus que 20 cm de la lentille? Est-ce que c'était entre 10 et 20 cm de la lentille, parce que 10 c'est la distance focale, ou est-ce que encore c'était entre 0 et 10 cm par rapport à la lentille? Donc là, on parle de la distance entre l'écran et la lentille. Je vais reculer un peu pour que Suzanne vous répète, là, ben on le voit ici. La distance, ça c'était dans le fond la position sur la règle, là. La distance entre l'écran et l'objet, donc vraiment le 0, là, complètement à l'autre bout de la règle, c'était 46,5 cm. Mais là, la distance qui nous intéresse, c'est de l'instrument à l'image. Ça, c'est la distance DI pour l'image. Donc, je vous laisse aller cocher les bonnes valeurs sur votre feuille, puis faire vos tracés de rayons pour vérifier ça. Faites pause, puis on revient avec le deuxième cas. Pour le deuxième cas, on va aller ici s'arranger pour que la distance entre l'objet et la lentille corresponde à quelque chose qui est entre le F qui est de 10 et 2F de 20. Donc, entre 10 et 20 cm de distance entre l'objet et la lentille. Remarquez que quand on fait des catégories comme ça, on ne veut pas se tenir proche là, des endroits où est-ce que le type d'image va changer. Fait qu'on veut éviter ici d'être proche de 20 ou proche de 10. À noter ici, bon, ça va être les mêmes informations qu'on va aller chercher. La distance DI, là, en valeur absolue, ce serait correspondant à quoi si elle est réelle. Sinon, c'est virtuel, c'est position inconnue, etc. OK, vous remplissez les mêmes choses. Vous faites votre tracé de rayon pour confirmer vos résultats. Mais aussi, vous allez devoir, pour la deuxième manipulation, prendre en note les informations parce qu'on va aussi vérifier les équations des miroirs des lentilles. C'est la même équation là, pour les miroirs et les lentilles. Donc, vous allez noter DO, la distance entre l'objet et la lentille. DI, la position, distance entre l'écran, l'image et la lentille. Attention aux conventions de signes ici. Pensez, est-ce que l'image est réelle ou virtuelle pour choisir votre signe. HO, c'est la taille de l'objet. Donc, c'est un espèce, c'est dans un cercle, là, on va donner le diamètre. Et puis, HI, la taille de l'image. Encore une fois, assurez-vous de mettre le bon signe à HI. Ça va dépendre si l'image est inversée ou à l'endroit. On va revenir sur les calculs qu'on va faire avec ça après. On place maintenant la lentille convergente de telle sorte que l'objet soit à une distance entre F et 2F par rapport à la lentille. Donc, dans ce cas-ci, je place la lentille à 15 et l'objet est à 0.
Donc, je bouge mon écran pour chercher la position de l'image. Et on obtient une image nette à cette position-ci, qui est à 52,5 de l'objet. OK, alors après avoir rempli les informations demandées à la page 5, puis maintenant votre tableau, vous allez devoir faire des calculs avec ça. Donc, on veut voir si on obtient des valeurs qui concordent avec nos mesures en utilisant les équations pour les lentilles. La lettre A et B, donc, vont vous référer à chacune des deux équations qu'on a vues. Puis, je veux vous faire remarquer qu'ici, on vous précise là, vraiment qu'est-ce qu'on doit isoler et qu'est-ce qui est fourni. Donc, on va utiliser la distance focale F. Donc, ça, vous savez, c'est le 10 cm. Fait que F ici est connu. On utilise aussi notre mesure de la distance de l'objet DO. Donc, dans votre tableau, vous allez chercher DO. Puis là, vous allez calculer la position de l'image. Donc, le calcul ici, c'est d'isoler DI égale à quoi? Même si on connaît DI expérimental, on l'a obtenu, on veut avoir une valeur théorique pour la comparer à la valeur expérimentale. Quand vous allez avoir fait ça, vous pouvez rapporter ça dans votre tableau 3. Donc, la valeur mesurée, c'est celle qui est transcrite du tableau 2. Donc, la distance de l'image ici, on la retranscrit dans la première ligne. La valeur calculée de la distance image-lentille, ça va être la valeur que vous obtenez par votre calcul à l'étape A. Puis après ça, on vous demande de faire un pourcentage d'écart relatif. Cette fois, je vous dirais d'utiliser simplement la valeur calculée comme valeur théorique, celle qui va être au dénominateur. Donc, on calcule d'abord la différence entre les deux chiffres qu'on veut comparer, DI mesuré et DI calculé. En valeur absolue, on fait la différence entre les deux, puis on divise par la valeur calculée et on fait fois 100. Donc, vous allez obtenir ici votre pourcentage d'écart. Maintenant, on continue. On veut calculer la hauteur de l'image. Donc ici, cette fois, on va chercher H image égale à quoi? Encore une fois, on le calcule même si on l'a déjà noté dans le tableau. Fait qu'ici, on utilise les mêmes choses que tantôt. On nous dit d'utiliser F, DO et HO. Fait que là, vous pourriez vous demander, ben OK, HO, on précise de l'utiliser directement du tableau. DO aussi, on précise de l'utiliser directement du tableau, mais DI, ce n'est pas écrit d'utiliser celle du tableau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la valeur que vous avez calculée à partir des valeurs qui ont été prescrites, F, DO et H. Donc, on a trouvé la valeur DI qui est en A. On met ça dans notre équation ici, puis HO et DO, on les prend dans le tableau. Et là, on va isoler la taille de l'image. Donc, même chose ici, vous allez transcrire la taille de l'image selon votre tableau 2, la mesure, celle que vous avez obtenue par calcul, puis ensuite faire un pourcentage d'écart relatif, toujours en prenant au dénominateur la valeur calculée. Donc, on continue maintenant à rapprocher la lentille de notre objet. On va maintenant faire la catégorie d'image lorsque la distance entre les deux est plus petite que la distance focale, donc moins que 10 cm. Et c'est les mêmes observations que vous allez noter ici et encore une fois faire votre tracé de rayon. On place maintenant l'objet à une distance inférieure à la distance focale et on essaie de capter une image en déplaçant notre écran. Donc je déplace l'écran, mais on voit qu'on n'arrive toujours pas à capter une image sur l'écran. Donc, on va regarder dans la lentille. On arrive à la dernière manipulation puis prise de mesure. Donc là, on va remplacer notre lentille convergente par une lentille divergente. Avec cette lentille-là, on va faire qu'une seule prise de mesure parce que pour les lentilles divergentes, il n'y a qu'un seul type d'image qu'on va observer, peu importe la distance entre les deux. Donc, je vous rappelle qu'une lentille divergente a une distance focale négative. Oh, je viens de voir que c'est écrit supérieur à 0, ça devrait être inférieur à 0.
On place la lentille à environ 20 cm de l'objet. Peu importe où est-ce qu'on la place, ce serait le même résultat de toute façon. Est-ce qu'on parvient à trouver une image réelle? Après ça, on l'éloigne. Est-ce qu'on parvient à trouver une image réelle? Puis, après ça, on demande de regarder directement à travers la lentille et d'écrire vos observations. Et on va faire le tracé des rayons également pour la lentille divergente. Là, qu'est-ce qui change dans le tracé des rayons? Cette fois, c'est que les foyers ont changé de bord. Lorsque la lentille est divergente, le foyer objet se trouve du côté opposé à l'objet et c'est le foyer image qui est du bord de l'objet. Fait que les rayons, c'est quand même la même séquence là, par rapport aux rayons. Donc, le rayon qui est, par exemple, horizontal va devoir utiliser le foyer image tout en traversant la lentille. Fait que je vous en dis pas plus. Essayez de localiser l'image à partir de vos tracés de rayons principaux, puis ça devrait confirmer avec vos observations. On a maintenant une lentille divergente de distance focale 15 cm. Alors, on va tenter d'obtenir une image sur l'écran. Donc, on va déplacer la lentille pour voir si on obtient une image sur l'écran. Il n'y a toujours rien. Et si on déplace l'écran, on n'arrive toujours pas à obtenir une image. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder dans la lentille, à travers la lentille, pour voir si on voit quelque chose. Je vais vous faire remarquer que Suzanne n'a pas cherché très loin là, avec son écran, mais c'est parce qu'il n'y avait même pas de lumière sur l'écran. Donc, elle savait que ça l'éloignait davantage. Il n'y aurait pas plus une image réelle là, qui allait apparaître sur l'écran. C'est pour ça qu'elle n'a pas cherché super loin derrière la lentille. Donc, voilà. Ça, c'est les observations qui ont été faites. Donc, pour terminer, on a la page 9 avec la discussion et la conclusion. Alors, pour la discussion, on vous demande d'identifier 2 sources d'erreurs expérimentales pouvant avoir affecté la précision des mesures que vous avez faites, mais bien sûr, ici, c'est pas vous qui les avez faites, mais vous devez penser là, vraiment à l'aspect expérimental. Donc, qu'est-ce que dans l'expérience a nuit à la précision des mesures? En particulier, quand on voulait prendre des mesures précises là, sur le banc d'optique. Le banc d'optique est gradué avec une règle. Hein. C'est écrit dessus les mesures en centimètres et les graduations sont les mêmes qu'une règle. Puis, dans le fond, je ne veux pas vous en dire trop. Là. Essayez de penser s'il y a d'autres facteurs là, qui pouvaient entrer en ligne de compte dans la prise des mesures comme la distance de l'image, etc. Puis, pour terminer, on vous demande de compléter l'organigramme suivant. Donc, pour une lentille divergente, quels sont les types d'images, donc la nature et la taille de l'image. Puis, après ça, pour une lentille convergente aussi. Donc, vous devez indiquer nature, est-ce que c'est réel ou virtuel? Taille, est-ce que c'est réduite ou agrandie? Vous avez aussi, je vous fais remarquer, vous avez constaté probablement que dans tous les cas, si l'image était virtuelle, elle était à l'endroit. Puis, lorsque l'image était réelle, elle était inversée. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir là, dans certains exercices, par exemple. Si on sait qu'on regarde dans une lentille et l'image est à l'endroit, à ce moment-là, il est automatique qu'elle est virtuelle. Donc, la valeur des i dans l'exercice, il faut penser à la mettre négative. Fait que c'est un rattachement ici qui est important entre virtuel et à l'endroit, réel et à l'envers. Puis, c'est le même lien pour les miroirs sphériques aussi. Donc, c'est valide pour les lentilles et pour les miroirs. Et voilà, donc ça termine pour le laboratoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour ce qui est de la date de remise, vous devez compléter le document puis me le faire parvenir sur Léa. Disons que je vais vous donner une semaine pour le faire. Donc, si vous êtes dans le groupe qui le fait le 21, mercredi le 21, vous allez avoir jusqu'à mercredi le 28 inclusivement. Et si vous êtes dans le groupe qui le ferait le 26, vous aurez jusqu'à la fin de la journée, le 3 mai. Alors, c'est tout. Merci, au revoir.